Et nous avons la joie d'accueillir Cynthia Fleury et Jean-Yves Blais. Avec vous, j'aimerais d'abord partager une définition ambitieuse, exigeante du verbe habiter, extraite d'un long entretien que m'a accordé le philosophe Philippe Simet, auteur de l'excellente série de documentaires Habiter le monde, diffusée sur Arte. Un entretien que vous pouvez découvrir d'ailleurs dans notre nouveau numéro de la revue T de la Tribune. Habiter, estime-t-il, c'est considérer, solliciter et accueillir le dehors pour enrichir son dedans. C'est s'unir à autrui, à tous les êtres vivants. C'est placer la conscience écologique au cœur de la révolution espérée de l'habitat. Un habitat alors imbriquant écologie environnementale, écologie sociale, lutte contre les injustices. Philippe Simet a raison. Habiter est un verbe cardinal car il signifie beaucoup. Notre rapport à la planète, à l'espace, à la ville, au logement, au foyer, au travail, notre rapport à tout autre, humain, espèce animale ou végétale, ressources naturelles, notre rapport au monde donc, mais en premier lieu le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes, notre corps, notre esprit, notre âme. La manière dont nous habitons le monde et dont nous nous habitons est un indice de ce que nous décidons d'être et de faire dans notre conscience et dans l'exercice de notre éthique. Il est parfois même un déterminant pour mesurer notre capacité d'empathie et de sympathie, notre capacité de générosité et de fraternité, notre disposition à ce tout autre vivant que je viens d'évoquer et qui met à l'épreuve notre sensibilité à la fragilité et aux soins. Bref, il est le contenant de passionnants sujets. Pour autant, il n'est pas invincible. De toutes parts, il est l'objet d'attaques, d'assauts qui le dénaturent, le salissent ou le vulnérabilisent. Le décortiquer, le défendre, le célébrer à la lecture de leurs convictions, de leur expérience, de leur éthique. Voilà à quoi vont donc s'employer nos invités. Cynthia, vous êtes psychanalyste et philosophe, titulaire des chaires Humanité et Santé au CNAM et Philosophie du GHU de Paris Psychiatrie et Neurosciences. Jean-Yves, vous êtes professeur de médecine, oncologue, directeur du centre anticancéreux de Lyon. Léon Bérard, qui emploie 2500 salariés, et président d'Unicancer France. Infiniment merci d'être là. Cynthia, vous venez d'atterrir d'Inde il y a quelques heures. Jean-Yves, vous étiez, voilà, non pas convoqué, mais un grand événement se déroulait aujourd'hui en dehors de Lyon, mais vous avez tenu à être avec nous et vraiment, je vous remercie infiniment de cela. Habiter, comment la philosophe et psychanalyste et comment l'oncologue, au miroir des métiers que vous exercez l'un et l'autre, définissent-ils ce verbe? Est-ce que pour vous aussi, c'est l'un des plus beaux verbes de la langue française? Oui, c'est un des plus beaux verbes de la langue française. Il s'agit de s'habiter, déjà s'habiter soi-même pour être tourné vers les autres, et puis d'autre part, voir habiter l'endroit d'où nous venons, et voir où nous voulons aller par des échanges avec les autres, avec les patients que nous soignons pour les médecins, et être vigilant sur la trajectoire qui doit être toujours, c'était le mot du philosophe, une trajectoire d'ouverture envers les autres. Au fond, on habite avec des portes et des fenêtres grandes ouvertes. Cynthia. Oui, pardon. En fait, je teste ma voix parce que je n'ai pas parlé depuis ce matin, donc pardon. Alors, habiter, oui, c'est un point essentiel. Alors, en philosophie, il y a une grande conférence qui est très connue d'Heidegger, 1951, et qui est précisément portée sur le fait de dire que l'homme habite le monde en poète, mais fondamentalement que habiter lui permet de demeurer et de devenir. En fait, ça permet à la fois, ça raconte l'être humain, c'est-à-dire la nécessité à la fois de s'ancrer dans un territoire, mais de s'ancrer dans des valeurs, de s'ancrer dans l'horizontalité des liens avec autrui, et puis de s'ancrer aussi dans une verticalité, puisque c'est ce que raconte Heidegger avec une notion qui s'appelle le quadripartie. Il dit qu'à chaque fois, en fait, parce qu'on habite, on va produire un lien avec de l'horizontal, du vertical, avec la présence des vivants, des morts, du visible, de l'invisible. Donc il y a toutes ces dimensions aussi dans l'habiter. En fait, l'habiter, c'est une relation que nous avons avec l'espace-temps. Et ça, c'est essentiel pour l'être humain. Et on voit que c'est d'autant plus essentiel avec des choses très très simples. Le mot inaugural de l'économie, oikos, nomos, c'est-à-dire vraiment le fait de produire une loi sur le foyer, considérant que le foyer
c'est ce qui nous permet d'habiter. Et nous voyons aujourd'hui qu'on a essentiellement une économie qui se construit sur le fait de nous priver d'habitat ou de détruire des habitats. Donc, alors que de manière inaugurale, l'économie, c'est cette science de l'habitat. C'est la science de produire, en fait, nos enveloppes, les enveloppes domestiques, les enveloppes même institutionnelles, pour faire face au monde. Donc, moi, j'ai cette définition-là, très basique. On pourrait dire en grec que, voilà, nous avons besoin pour vivre avec le monde, d'habiter, c'est-à-dire de produire un lien phorique. Alors, phorique comme dans euphorique, mais phorique, c'est foreign, c'est porté. Hein. C'est-à-dire on a besoin d'une enveloppe, on a besoin de solutions de continuité. Personne n'habite le monde directement. On crée des institutions, on crée des valeurs, que ce soit des habitats matériels ou immatériels, on crée des sas, et c'est ça habiter. Hein, c'est de produire des milieux qui sont compatibles avec, dans la mesure du possible, notre humanisme. Et la manière dont nous habitons, nos logements, nos quartiers, nos villes, nos villages, nos lieux de travail aussi, dont nous habitons, c'est nos relations humaines tout simplement, ça dit quoi de nous? Ça dit énormément de nous ou finalement c'est assez relatif? Ah non, je pense que ça dit beaucoup de nous. Alors très très souvent, ça dit ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est-à-dire un lien au corps déjà, parce que c'est vrai que le corps est une sorte de premier habitat. Donc on va habiter en sollicitant telle ou telle qualité de son corps selon que les milieux soient ceci ou cela. Et puis, malgré tout, c'était des questions qui ont été très très bien posées et qui sont très bien posées aujourd'hui par les penseurs dits de l'anthropocène ou de l'éthique environnementale, etc. Ou même de Michel Serres, qui avait fait un très très beau livre là-dessus, sur le fait que quand on habite quelque part, on a tendance à produire du toxique, des déchets aux alentours de cet habitat. Et ça, c'est une des problématiques d'aujourd'hui, c'est comment on essaye d'habiter le monde sans détruire les habitats connexes, comment on crée des habitats réciproques, comment quand on prend soin de territoires, de l'autre côté, on ne rend pas des territoires malades à côté, par la production de notre toxicité, etc. Et ça, c'est un enjeu, malgré tout, pas si simple, parce qu'aujourd'hui, on est relativement pas si mauvais pour prendre soin à un instant T de tel territoire, mais dans la dialectique comme ça, écosystémique de tous les habitats, on est... Et justement, la manière dont nous habitons collectivement le monde, ça nous dit quoi de notre époque, selon vous, Jean-Yves? Probablement cette volonté de servir et de se tourner vers les autres qui se traduit par cette production effectivement de soins, mais également la vigilance que nous devons avoir dans cette production de soins, d'éviter d'abîmer le autour est l'élément, je pense, critique de cette réflexion. Je crois que nous sommes à une époque qui réfléchit sur comment concilier ce qui peut paraître difficilement conciliable, cette capacité à prendre soin de l'autre, à prendre soin de soi-même, commencer d'ailleurs par prendre soin de soi-même avant de prendre soin de l'autre est probablement une bonne stratégie, tout en préservant l'alentour et les personnes qui sont plus distantes et qui au fond auront peut-être un jour besoin de nous, mais que nous ne voyons pas immédiatement. Je pense que c'est quelque chose qui paraît de plus en plus saillant, cette attention globale que nous devons avoir, au-delà de l'attention immédiate des gens qui nous sont proches. Et je pense habiter, c'est pour beaucoup ça, c'est se projeter dans un futur plus ou moins lointain, dans lequel nous aurons été responsables de nos actions du moment et dans quelle direction nous voulons aller. Une prise de conscience collective de ce phénomène, me semble-t-il. Un mot sur la crise de Covid-19, parce qu'elle a bouleversé nos psychés, nos méthodes de travail, nos comportements de consommateurs, nos relations humaines. Nous n'habitons plus nos espaces de vie personnels et professionnels comme avant. Nous ne voyageons plus, nous ne consommons plus, y compris la culture, et nous ne communiquons plus de la même manière. Donc, nous n'habitons plus le monde forcément de la même manière. La substance du verbe habiter, elle s'est transformée avec la crise de Covid-19. Oui, elle était plus ou moins enclenchée dans tel ou tel endroit. On n'a pas découvert le téléprésentiel, par exemple. Il existait, mais il était assez minoritaire. Et puis surtout, il était assez stigmatisé et stigmatisant. Donc aujourd'hui, ce qu'on appellerait des modes hybrides de relation à l'espace-temps,
ça fait partie d'une manière d'habiter le monde. On n'est pas immédiatement classé dans telle ou telle catégorie et on va vers, oui, de multi-possibilités. Alors, avec toujours cette difficulté, parce que on voit bien que c'est jamais simple d'investir un nouveau mode d'habiter. Parce qu'un nouveau mode d'habiter, c'est normalement un nouveau mode de sociabilité, c'est un nouveau mode de production, de capacité, de régulation, de tout ce que vous voulez, si vous voulez. Et donc, résultat, on a encore des petits... voilà, on a aujourd'hui à la fois les modes... comment dire, téléprésentiel, oui, c'est de la sociabilité, mais pour certains, c'est de la désocialisation, c'est pas forcément aussi qualitatif. Alors que fondamentalement, il y a une possibilité demain de trouver des manières, au contraire, de fonctionner tout à fait positivement. Mais c'est vrai que les arbitrages aujourd'hui sont différents et que ce mode qui était le nôtre, et on le voit surtout sur les nouvelles générations, cette accès, je dirais, privilégié, prioritaire, évident avec le réel. Normalement, c'est d'aller sans médiation aucune. Hein, c'est ça notre mode classique de découverte du réel. En fait, on va rentrer dans un monde où le mode premier de découverte du réel, ça risque d'être le monde médié d'abord par un écran. Et on le voit très bien chez les jeunes enfants qui découvrent le monde, pas nécessairement en allant dans tel ou tel endroit, et même à l'intérieur des maisons, parfois en discutant avec, je ne dis pas qu'ils le font tout le temps, mais avec les uns et les autres de la maison par des outils de médiation qui peuvent être plus ou moins des césures, mais ça c'est quand même assez nouveau. Donc tout l'enjeu, c'est, je raconte souvent cette histoire, mais qui m'avait marqué tant il l'avait dit en, comment dire, c'est une anecdote, mais il l'avait tellement dit naturellement. J'ai un fils qui a 12 ans et je lui avais posé cette question basique: es-tu sociable? Il m'avait dit, tu sais, moi je suis plutôt visio-sociable. J'avais dit, bon, très bien. Donc et puis alors il avait dit avec beaucoup de sérieux voilà, et malgré tout ça racontait quelque chose, c'est-à-dire que il estimait que c'était une sociabilité, que c'était vraiment bien, mais il estimait aussi qu'il avait une sorte de quant à soi, de possibilité de retrait, et que finalement ça lui allait. Donc quand on est désagréable, on dit que tout le monde se replie, que là, c'est pas totalement faux. Mais ça veut dire aussi que voilà, que demain on va nous tous inventer que nécessairement habiter différemment le monde, c'est produire des liens intersubjectifs différents. Habiter, vous l'avez dit, Jean-Yves, il y a quelques instants, habiter, c'est aussi avant tout habiter son corps. Vous consacrez votre vie à soigner des personnes atteintes de cancer. Soigner, ça signifie guérir, combattre, s'aider, gagner. Que dites-vous à ces âmes meurtries par un corps meurtri? Et j'aimerais vous faire réagir à une formule que vous m'avez confiée en préambule quand on préparait l'entretien, que j'ai trouvé très belle et très forte. Vous me disiez que votre mission, c'est de faire de ce corps qu'il ne soit plus un ennemi. Oui, effectivement, c'est un des enjeux pour la spécialité que j'occupe, qui est une spécialité qui est traditionnellement associée dans l'imaginaire global à des traitements qui sont lourds, compliqués, parfois mutilants, et bien entendu avec des enjeux vitaux. Et donc au départ de la discussion que l'on va avoir avec la patiente, le patient, ces éléments viennent très vite sur le devant de la scène. Et globalement, la discussion que l'on a est compliquée par plusieurs phénomènes. Le choc, tout d'abord, de l'annonce qui fait que, et je cite souvent ces chiffres parce qu'ils sont des chiffres assez officiels, sur une consultation d'une quarantaine de minutes, la première consultation, les patients retiennent la dernière phrase est 40 secondes, à peu près. Donc on a intérêt à bien choisir sa première et sa dernière phrase et à être très attentif sur ce que nous allons dire sur les 40 secondes et à savoir comment le faire passer. Au fond, l'essentiel est de faire passer le message que ce n'est pas le corps qui est malade, que le corps n'est pas l'ennemi, mais qu'effectivement un travail conjoint, expliqué finement, répondant aux questions ou aux incertitudes qui sont incertitudes vitales, incertitudes sur les stratégies, incertitudes sur le devenir, nous vont instruire le patient en fait sur ce qu'il attend. Les patients ont besoin
de cette information, de savoir qu'il y a un chemin qui est montré et que globalement, le corps n'est pas l'ennemi, le corps est en fait le complice avec lequel nous allons pouvoir régler le problème. Et évidemment, c'est un dialogue qui est mixte. Nous allons y revenir d'ailleurs dans quelques instants entre l'âme et le corps, puisque on ne fait que l'un, on ne fait pas les deux séparément, on doit faire les deux. Alors cette question est centrale, elle agite le monde de la médecine et le monde de la philosophie depuis la nuit des temps. Le corps et l'esprit ne forment-ils qu'un ou faut-il les dissocier? Le corps et la conscience, le corps et l'âme. Et d'ailleurs, il y a une expression on dit se donner corps et âme, comme s'il fallait justement distinguer l'un et l'autre. Lorsqu'on communique avec un malade, est-ce qu'on est tenté justement, parfois, de dissocier le corps de l'esprit? Ou est-ce qu'on explique justement que finalement les deux ne forment qu'un? Comment? On ne l'explique pas, on le fait. On le fait. Il ne peut pas y avoir... le médecin n'est pas un ingénieur qui va proposer des stratégies de réparation d'un corps qui serait malade et que l'on va remettre en bon état. L'ensemble du processus implique un accompagnement du patient dans cette démarche. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé très tôt, grâce à mes maîtres d'ailleurs, dans la discipline qui est la mienne, c'est qu'une part très importante de notre action, ce n'est pas uniquement la part technique est indispensable, elle est un prérequis, mais la part la plus importante, c'est probablement le dialogue avec lequel on fait partager cette part technique aux patients. Et dans quelle mesure on est capable d'entendre « c'est ça que je veux, c'est ça que je ne veux pas », nous répond le patient, et ensemble, nous allons avancer. Et ce que je veux, ce que je ne veux pas, c'est des manières, ça va jusqu'à l'acceptation du traitement, mais également des manières de communiquer. Et c'est, je pense, profondément le plus important dans la mission du médecin qui s'occupe de pathologies graves ou moins graves. Mais au fond, je ne pense pas que la gravité soit un élément de la réflexion dans ce domaine. Cynthia, Jean-Yves travaille, entre guillemets, sur des corps malades. Vous travaillez sur des âmes malades. Ce que vient de dire Jean-Yves, fait-il concrètement écho justement à votre propre approche justement de la relation avec les patients? Oui, et en l'occurrence, il y a souvent des réalités somatiques directement liées à ce que vous appelez des âmes malades, et puis sans parler du fait que très souvent être malade produit du trauma. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des très très grandes interactions entre le corps et l'esprit. Après, si vous voulez, les techniques, les stratégies, elles vont varier pour produire ou pour faire émerger chez le patient, chez l'individu, je dirais un consentement aux soins et une capacité d'activer chez lui la fonction soignante. Et de pas justement laisser la fonction soignante à celui qui serait en face, mais de considérer que cette fonction soignante, elle est en partage, et que c'est une co-création. C'est une co-création entre les différents médecins, le staff soignant et lui, mais ça peut être au-delà. Ça peut être une co-création entre d'abord la technique et les humanités médicales, l'âme et l'esprit, vous le dites comme vous voulez. Mais ce qui est très certain, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est pas, tout ça est bien connu, bien documenté. Ça passe souvent par la question du transfert, le transfert au deuxième sens, pas au premier sens freudien, mais plutôt dans un sens chez Rostand par exemple, où en gros c'est vous faites confiance, et donc cette confiance fait que à un moment donné vous allez rentrer dans un phénomène de développement de cet auto-soin, au sens où vous vous mettez vous acteur du travail, de l'observance, la guérison, du traitement, etc. En revanche, et c'est là où ça varie, c'est que cette alliance du corps et de l'esprit, le patient peut tout à fait vous dire, écoutez, moi je ne veux rien en savoir. Et ça fera partie de la possibilité, je veux dire par là que tous les patients ne fonctionnent pas de la même façon. Moi, c'est ce que j'appelle la vérité capacitaire, c'est-à-dire que on élabore, entre guillemets, on voit comment peut être dite une vérité, jamais mentir, mais en même temps, on dit d'une certaine manière pour que s'enclenche un consentement aux soins, et ça varie selon les individus. Il y a des individus qui sont très frontaux,
Ils veulent tout, les dessins, le machin, enfin absolument tout, un exposé, voire une thèse, etc. D'autres qui disent, écoutez, je veux même pas en entendre parler, docteur. Vous faites comme pour vous. Et dans les deux cas, c'est un acte rationnel. Dans les deux cas, il faut pouvoir, et c'est une manière pourtant de faire alliance entre l'esprit et le corps, alors que d'un côté, on croirait que le seul premier qui est dans la toute transparence fait alliance avec, alors que pas du tout. Donc vous voyez, c'est ça qui est important. En revanche, ce qui est le contraire, c'est le déni, c'est le refus de soins par peur, c'est le contournement, et ça c'est pas le refus de soins, posé, parce que le refus de soins c'est un choix absolu, mais plutôt le déni. Le refus par peur, par panique, et ça existe aussi beaucoup, et notamment dans des problématiques de santé mentale. Jean-Yves, de soigner le corps des autres, est-ce que ça vous aide à habiter votre propre corps d'une manière singulière? Alors peut-être avec, je ne sais pas, avec plus de sérénité, plus de détachement, d'exigence, au contraire, plus d'angoisse. Et la question que je vous pose, elle se pose finalement à tout soignant qui est confronté au quotidien justement à ce rapport. Oui, c'est vraiment une question à la fois très complexe et qui probablement va varier dans la réponse au fil de la carrière. Je pense que pour beaucoup de soignants et de médecins, au départ, nous sommes probablement effectivement une part d'angoisse face aux questions que se pose le patient, ne serait-ce que par suis-je légitime dans mon souhait. Mais très vite, on comprend qu'en fait, le plus grand service que l'on puisse rendre au patient, je pense, c'est d'être en face de lui et d'être capable de répondre à une question et une interrogation de manière sobre, posée et sans crainte de la difficulté que nous allons avoir à lui exposer des choses difficiles. Les choses sont factuelles, nous ne sommes pas inquiets. Il n'y a rien de plus angoissant pour un patient que de voir le médecin angoissé en face, pour faire court. Ça peut se comprendre. Et en fait, pour répondre directement à votre question, je pense que le travail du médecin, de formation du médecin, nous impose cette rigueur, cette construction interne qui nous permet d'être adéquat dans la réponse que nous avons aux patients, qui ne peut pas être, comme vient de le dire Cynthia, une réponse univoque, factuelle, boum, 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 voilà ce qui va se passer. Ah non, parfois ça sera ça pour certains, pour d'autres ça sera radicalement différent. L'exemple de « je ne veux pas savoir quand vous aurez à m'annoncer des mauvaises nouvelles », ça veut dire juste comment je vais faire pour annoncer des mauvaises nouvelles différemment. Ça veut juste dire ça. Et pour faire ça, il faut être suffisamment solide pour ne plus être angoissé et ne pas être angoissé. Et c'est la seule solution pour être un médecin. Alors ça s'acquiert avec l'âge. C'est naturel en fait. On a évoqué le soin. Ça m'amène bien sûr, Cynthia, à vous questionner sur le care, cette éthique de la sollicitude qui met en lumière le souci de l'autre. Ce souci de l'autre, comment se porte-t-il aujourd'hui à notre époque? Comment résiste-t-il aussi à tous les ennemis qui l'assaillent? Et ils sont nombreux. Alors, il se porte mal. Il se porte extraordinairement bien sur le plan du discours. Je pense que chacun peut le dire, que de manière communicationnelle. Et c'est pas rien non plus. Je veux pas dire que le discours c'est simplement du communicationnel. Le discours c'est aussi une première manière d'habiter le réel de demain. La démocratie, elle est née d'abord par du discours. Elle arrive et elle dit la liberté, tous les hommes sont égaux. C'est que du discours. Et de fait, il n'y a personne. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus totalement désavouer le fait que tout d'un coup, de faire entrer quelque chose par le discours. Mais il y a aussi dans le discours tout ce qui est instrumentalisant, de la novlangue, de la désubstantialisation du discours. On utilise un mot, mais en fait, on ne le fait pas. Et on est encore dans ça. On est encore dans ça en grande partie, tout en voyant surgir quantité d'endroits, d'insularité, d'institutions qui sont pas du tout alternatives en fait, qui sont au vrai rendez-vous de ce qu'elles doivent faire. Et où là, on a une volonté de défendre un soin, un continuum des soins. C'est ce qu'on va appeler là aussi un peu en novlangue le One Health ou les approches holistiques, mais en somme qui sont quand même les seules approches viables, c'est-à-dire des soins qui essayent de produire un soin envers les corps, mais aussi, comme on vient de le dire, envers les sujets, parce qu'en dernière instance, nous ne soignons pas des maladies, ça serait tellement plus simple.
nous soignons des personnes malades, donc c'est quand même plus compliqué, parce que sinon, vous arriviez comme au garage, vous déposez votre organe malade, vous dites « je repasse dans 3 jours », et puis vous revenez dans 3 jours, vous le récupérez. Donc, et on a réparé quelque chose. Bon, de fait, on n'est pas, hein, c'est vous qui restez, et vous repartez avec, et c'est vous le mécanicien. Enfin, on voit très très bien que c'est une autre histoire, cette affaire-là du corps vulnérable. Et on sait très bien que dès que votre corps est atteint, vous ne savez quasiment plus, en tout cas dans un premier temps, habiter le monde. Hein, parce que c'est un filtre qui vient précisément vous mettre en exil du monde. Quasiment d'emblée, et surtout dans une société comme la nôtre, qui considère qu'il y a ce qu'on appelle un préjugé validiste. C'est pas méchant, hein, mais qui a un préjugé validiste dans la tête, très normatif, et qui a construit un monde pour, en gros, un corps qui marche, et qui est performant, et qui produit. Donc tout corps connexe se fait dégager. Donc, alors soit se fait dégager avec compassion, etc., mais vous faites quand même dégager, soit il se fait dégager par hyperstigmatisation, et voilà. Donc, le care, il en est là, il en est avec des nouvelles générations qui ont compris le caractère effectif réellement du continuum des soins, c'est-à-dire qui ont bien vu que le care n'est pas une affaire de sentimentalisme. Le care, c'est plus d'efficience, c'est une meilleure observance on a aujourd'hui, hein, on est très très bien documenté en revue de littérature sur le fait de voir qu'il y a une meilleure observance, des meilleurs traitements, que malgré tout, voilà, qu'on a un vrai efficace, et qu'en plus, on a ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out des soignants, donc que ce soin-là, cette manière de faire le métier, protège aussi l'institution. Cette approche du care, du soin, cette approche collective, que nous dit-elle de notre rapport à la fragilité, de notre considération aussi collective et sociétale de la fragilité? Vous voulez y aller? Ben non, mais ça dit tout ce que, en gros, si vous voulez, la question de la vulnérabilité ou de la fragilité, elle est, là encore, nous sommes dans un monde qui n'aime pas, qui produit du déni des vulnérabilités dans un premier temps, ce qui est une folie, puisque la vulnérabilité, elle est ontologique, si vous voulez, c'est un fait, personne ne va y échapper. Donc déjà, et ensuite, en plus, on a des systèmes qui produisent ce qu'on appelle une approche sociale de la vulnérabilité, c'est-à-dire par des contextes dysfonctionnants, sociaux, économiques, culturels, etc., qui vont renforcer la vulnérabilité qui ne pourrait pas être une vulnérabilité. Donc il y a ça. Mais surtout, on oublie, malgré tout, puisqu'on voit très bien qu'on a des vulnérabilités choisies. Je vous donne un exemple. Un bébé, c'est vulnérable. Bon, a priori, de manière assez spontanée, notre rapport à la vulnérabilité d'un bébé, ça va être quelque chose de considéré comme positif, de narcissiquement viable, etc. Un homeless, un SDF, c'est vulnérable. On va considérer en revanche que cette vulnérabilité-là, on n'en veut pas. Elle ne raconte rien de notre sujet. Or, dans les deux cas, si vous voulez, quand on interagit avec une vulnérabilité, quelle qu'elle soit, en fait, ça vient solliciter chez nous une approche nécessairement innovative, créative, pour trouver la manière dont on va interagir avec cette vulnérabilité. Donc c'est nécessairement ça produit nécessairement de l'innovation en termes de liens, donc de la création, etc. Donc ce sont des valeurs, j'essaye de faire un peu d'entrisme, si vous voulez, sur le territoire libéral d'en face, mais c'est malgré tout vrai. Nécessairement, vous produisez une théorie de la conception, nous c'est ce qu'on appelle la générativité de la vulnérabilité, mais c'est que, voilà, vous allez apprendre à agir différemment, pour que précisément quelque chose de qualitatif surgisse. Si vous avez un bébé en face de vous et si vous considérez que c'est un ballon de football, il va y avoir de la casse. Et donc vous allez peut-être passer intégralement, je caricature, pardonnez-moi, mais intégralement à côté d'un devenir qui s'appelle devenir parent. Voilà. Et qu'on apprend au contact de la vulnérabilité d'un enfant et on devient parent. Voilà. Donc c'est pas rien, c'est quand même une compétence. Voilà. Et il y en a d'autres. Hein. Jean-Yves, votre établissement héberge chaque jour 2500 collaborateurs et des malades. Que faites-vous, qu'entreprenez-vous, à la fois sur un plan managérial, en termes d'ergonomie du travail, je ne sais pas. Que faites-vous pour aider ces collaborateurs et ces malades à habiter du mieux possible, justement, ces murs? Et la question il y a deux questions d'une, parce que les deux publics
ne suscite pas, ne réclame pas les mêmes attentions, j'imagine. On a plusieurs réponses à cette question, mais le point central, je pense, c'est le sens. Le sens à donner à notre action. Je pense qu'une des difficultés que l'on a actuellement dans le système de santé et que parfois, pour des raisons qu'on pourra débattre éventuellement, dont on pourra débattre éventuellement, le sens n'est plus immédiatement visible. Le point le plus important, alors il y en a d'autres points importants, mais le point le plus important, me semble-t-il, c'est quel est le sens de ce que nous faisons, quel service rendons-nous aux patients, comment transformons-nous la situation périlleuse dans laquelle est la patiente, le patient, pour lui permettre de passer ce cap et l'accompagner pour tourner la page et avancer. Et d'ailleurs, on parlait de la fragilité il y a quelques instants, être capable de se réinsérer, de réhabiter le monde avec ses fragilités, d'observer que nous y contribuons significativement. Alors c'est vraiment un des plus beaux travaux qui soit. Je pense que l'attention que l'on porte au personnel doit être focalisée sur ce point le plus important. Ensuite, il y a évidemment des enjeux logistiques. On est dans une période qui est très particulière pour plein de raisons. On ne va pas y revenir, post-Covid, inflation, qui nécessite également une attention particulière sur les considérations des personnels qui sont parfois en difficulté, d'ailleurs peut-être moins en difficulté dans les régions telles que la nôtre que dans la région parisienne où les contraintes sont encore hautes. Donc ces points-là doivent être également soigneusement travaillés dans un contexte qui est complexe. Mais cet accompagnement-là, je dirais presque vient en deuxième derrière la persistance du sens. J'avais été très frappé, j'avais croisé une émission de télévision il y a peu de temps, dans laquelle une infirmière du CHU, je crois de Montpellier, avait quitté, une jeune, avait quitté son emploi pour aller faire barista au Mexique, en quelque sorte. Je dis, qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce que l'on a raté pour que quelque chose qui, de toute évidence, est tellement plus transformant, c'est-à-dire servir des patients qui sont en difficulté pour aller faire quelque chose qui certes est satisfaisant en quelques, mais en 6 mois probablement on aura fait le tour. C'est cette quête de sens me paraît indispensable. La privatisation du soin, la marchandisation du soin, qui sont liées bien sûr au système libéral dans lequel nous vivons, ce sont des contributeurs pour vider le sens justement des salariés. Et c'est également des contributeurs pour affecter notre relation, notre considération de la fragilité et de la vulnérabilité. Il y a des grands débats là-dessus. Hein. C'est un débat qui maintenant existe depuis un petit moment sur la manière dont on va produire quel type de rationalisme gestionnaire, parce que de fait, il faut des gestions, il faut des moyens. Donc la question n'est pas là. Il y a forcément à un moment donné une articulation avec l'économie déjà, voire peut-être la financiarisation, que sais-je, parce que c'est le monde d'aujourd'hui, etc. Mais on voit très très bien que ce qui a été le modèle qui a été pensé ces 15 dernières années, 20 dernières années avec la tarification à l'activité, la T2A pour ne pas le nommer, fait que tout ce dont nous parlons là n'est pas posé. C'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est-à-dire que si vous voulez, à partir du moment où vous produisez un acte de rationalisation gestionnaire qui dit qu'il faut nécessairement tel usage de tel outil technique pour obtenir tel ou tel résultat qui est immédiatement identifiable, etc., tout ce qui s'appelle le care, tout ce qui s'appelle le temps donné à ce colloque singulier, ça rentre pas là-dedans. Donc soit on arrive demain à faire que on arrive de nouveau à monétariser ce temps-là pour le protéger, soit effectivement on va vers la casse parce que ça ne fonctionne pas. Jean-Yves, les centres anticancéreux dans le vôtre sont, je crois, l'un des rares établissements qui a à leur tête un médecin. Ça change beaucoup de choses, j'imagine, quand même. On parlait de sens, ce sens que l'on partage avec ses salariés, la manière aussi de gérer ses arbitrages de gestion. C'est quand même quelque chose de particulier, ça. Oui, c'est quelque chose de très particulier parce que dans le système français, la direction des établissements est essentiellement administrative, avec d'ailleurs des écoles de grande qualité qui forment les directeurs administratifs. C'est pas le cas dans le reste du monde, en fait. Dans la plupart des pays, c'est mixte. Il peut y avoir les deux. Dans les centres de lutte contre le cancer, c'est effectivement des duos avec un directeur général qui est médecin. Oui, je pense que ça change un peu les choses. Je crois que nous n'échapperons pas à cette
La tarification à l'activité a plein d'écueils, vraiment plein d'écueils. Mais nous n'échapperons pas à une rigueur dans l'analyse de ce que nous faisons pour être capable de soigner tout le monde. Mais il y a, au fond, pour donner une illustration de ce que je voulais dire par la quête de sens, il ne se passe pas une semaine sans qu'un médecin m'interroge sur je voudrais faire cette stratégie thérapeutique pour ce patient-là, mais voilà, ça n'est pas pris en charge par la collectivité, donc ça sera l'hôpital, qui n'est payé que par la collectivité, devra gérer et se passer de quelque chose pour pouvoir avoir le traitement. Cette écoute-là, elle me paraît fondamentale. Elle est difficile à avoir autrement que dans un dialogue médecin-médecin, parce qu'on est capable évidemment de regarder les données scientifiques pour arbitrer sur ces questions-là, et au fond, ne pas laisser de côté la science médicale dans ce qu'elle apporte de mieux aux patients, d'être capable de procurer le mieux aux patients, me paraît le plus important dans cette démarche. Ne pas transiger sur « je vais faire ça », qui est un peu moins bien, parce que le bilan financier de mon établissement l'exige. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à entendre, et je pense une source très importante du burn-out de certains soignants et médecins. Cynthia, il y a quelques mois, vous avez publié avec Antoine Fenoglio chez Tracte Gallimard un opuscule, un étonnant opuscule titré « Ce qui ne peut être volé, une charte du Verstollen », qui signifie, je crois, furtivité en allemand, ou comment épanouir son individuation au profit d'une vie bonne, s'inscrivant dans un dessein humaniste partagé. Je voudrais retenir un sujet en particulier que vous abordez, qui fait écho forcément aussi, Jean-Yves, à vos responsabilités. Un sujet qui ne peut être volé, dites-vous, c'est le silence. Le silence aux fonctions, alors je vous cite, spirituelles, cognitives, cliniques, thérapeutiques, publiques et citoyennes. Finalement, le silence comme une condition du verbe habiter. Oui, alors c'est drôle parce que vous avez dit tout à l'heure que je revenais d'Inde, et c'est de fait, et on a discuté du Verstollen en Inde, et c'était, dans un premier temps, mes collègues indiens disaient, mais vous savez, nous, culturellement, le bruit, la musique, on en a besoin pour habiter le monde, c'est absolument déterminant, etc. Puis plus on parlait, etc. Et plus, dans le même temps, il disait, mais c'est vrai que c'est compliqué c'est vrai que dès que j'ai besoin de me concentrer, dès que j'ai machin, ah oui, c'est vrai que ça me rend aussi un peu malade et tout. J'ai dit oui, c'est pas si simple. Donc, de fait il s'agit pas du tout de dire le silence et le faire silence et le silence de mort versus la musique, etc. C'est pas du tout ça. Mais oui, il y a 4 grandes fonctions du silence, et pour le coup, c'est posé, c'est-à-dire que malgré tout, on parlait du quadripartite heideggerien avec la relation à l'invisible, au sacré, vous le dites comme vous voulez, au frisson, au tremendum, enfin vous l'appelez comme vous voulez, le recueillir demande du silence. C'est un point essentiel. Cognitivement, pour faire travailler sa tête à un moment donné, oui, il faut qu'il y ait une possibilité. De toute façon, on fait silence quand on se concentre en soi, mais c'est un petit peu mieux s'il n'y a pas un marteau-piqueur juste à côté. Donc ça peut aider. Troisio, on a aujourd'hui un énorme, là aussi, revue de littérature sur les dégâts somatiques du bruit, sur les neurones, sur les acouphènes, sur tout ce que vous voulez, le corps, bref. Donc il y a une réalité, pour le coup, clinique, thérapeutique de cette histoire-là. Il y a une résolution de l'ONU aujourd'hui sur le son, sur la qualité du son, comment on préserve, parce qu'on sait toujours que c'est une affaire politique, cette histoire, le fardeau sonore est toujours porté par certains, comme les déchets. Hein. Et c'est vrai que c'est une denrée politique, puisque voilà, si tout le monde fait du bruit, à un moment donné, la qualité de délibération s'en ressent, etc. Donc ce silence, c'est une des dimensions phoriques, et c'est vrai que de produire des habitats de nouveau qui permettent le silence, et surtout qui empêche la privatisation du silence, parce qu'il y a des espaces silencieux, mais ce sont de plus en plus les espaces du luxe. Ce sont des espaces confisqués, alors que le silence, c'est une denrée, une ressource collective, essentielle pour bien-être. Et voilà, donc c'est vrai que le Verstollen, en deuxième temps, défend le fait de pouvoir préserver le silence. Alors, juste rapidement, parce que ça n'a pas l'air évident comme ça,
Verstollen, c'est une charte que nous avons écrite avec Antoine Fenolio, mais d'une certaine manière fort de 5 ans de séminaires de recherche au Conservatoire et au GHU Paris, Psychiatrie et Neurosciences, sur les manières d'habiter le monde, le soin, un séminaire qui s'appelle Design with Care, en bon français. Et on a fait 10 points qui sont non négociables pour effectivement préserver une vie bonne. Alors c'est basique, hein, c'est basique de chez basique. Et dans ces points, il y a le soin aux morts, par exemple. Autre grand point problématique, et notamment dans des contextes de régime d'exception. Ouais. Et puis, il y a le silence comme un point, voilà, comme un point essentiel. À propos j'aurais qu'on aborde ce thème de la mort, parce qu'il est central aussi avec le verbe habiter. Hein. L'un et l'autre sont bien sûr insécables. Le comité consultatif national d'éthique, hein, qui est présidé par Jean-François Delfrécy, qui est un fidèle d'une époque formidable, vient de remettre donc un rapport et ses préconisations sur la fin de vie. Charge maintenant aux institutions politiques de solliciter la société civile avec des débats citoyens et peut-être un projet législatif au printemps prochain. L'enjeu est d'habiter ou de déshabiter son corps quand son corps veut mourir. Nous sommes là dans ce qu'on peut vraiment parler d'indicible habitat. C'est vraiment le mot habitat dans ce qu'il y a de plus extraordinaire. Alors je vais laisser la parole à mon confrère pour une raison très simple, c'est que moi j'ai accepté de faire partie, comme Jean-François Delfrécy, du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie, et qu'à ce titre, dans la mesure du possible, je ne peux pas m'exprimer. Je peux m'exprimer sur les protocoles, sur la manière dont on va justement être au rendez-vous de la représentativité, de la transparence. On va essayer, je dis bien on va essayer parce qu'on n'est pas parfait, mais on va tout faire pour éviter aussi des ratés de la Convention citoyenne précédente sur le climat, parce qu'on essaye vraiment d'avoir des retours d'expérience sur cette question. Et surtout, voilà, on invente ensemble des outils qui me paraissent très très important demain pour ce que mon collègue Dominique Rousseau appelle la démocratie continue. Donc, je fais un pas en retrait pour, vous avez bien compris, pas pour esquiver, pas pour esquiver, mais simplement pour respecter cette position qui est la mienne. Et effectivement, c'est une question centrale. La France a peut-être tardé à la poser, ou en tout cas à l'exposer sur cette place publique, mais en tout cas, on voit bien que l'évolution et puis simplement le regard sur ce qu'ont fait d'autres pays nous invite désormais à la poser. Alors c'est une question qui est compliquée, qui dès qu'elle a été posée sur la table a suscité à l'intérieur d'un établissement tel que le mien et puis dans la communauté des débats intenses qui prouvent bien l'importance de cette question. Quand ça suscite des débats intenses, c'est toujours intéressant et important. Là où tout le monde se rejoint, c'est la nécessité d'un dialogue reprenant les enjeux, les acquis de l'expérience des autres, qui n'est pas à négliger, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a peut-être à ne pas faire, et un débat qui doit être prolongé avec un travail associant toutes les parties prenantes. Un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que les moyens à mettre à disposition, je dis les moyens à mettre à disposition pour accompagner cette démarche dans les structures, quelles qu'elles soient, sont des moyens très considérables si on veut bien faire. Et alors là, on ne veut pas ne pas bien faire. Il n'y a pas de discussion. On est obligé de bien faire. Et alors, pardon, oui. Et non, juste pour finir, de grands moyens, ça interroge sur les moyens pour le soin. Comment fait-on pour que le soin ait les moyens dont il a besoin et que en espèce de contraste, on n'est pas des moyens qui sont mis sur cette partie exclusivement. C'est vraiment les débats. Je livre ici quelques exemples de discussions que j'ai déjà eues avec mes collègues et d'autres soignants, mais c'est donc une question très importante. Et alors, ce sujet soulève nombre de questions philosophiques. J'aimerais en retenir une qui est d'ailleurs proposée par Jean-François Delfrécy lui-même. Il dit: notre mort nous appartient-elle ou appartient-elle à la société? Et ça nous renvoie à un autre sujet qui est celui de la propriété. On parlait d'habitat, la notion de propriété, elle est cardinale en Occident. Sommes-nous propriétaires de notre corps finalement? Et sommes-nous souverains de l'issue que nous donnons à notre corps? Et peut-être que Cynthia, vous pourrez répondre à cette question par contre. Il me semble que la réponse peut être que oui à cette question, dans une approche globale, en tout cas
lorsque l'individu est vivant, c'est évident que oui, sinon d'ailleurs tout le débat qu'on vient d'avoir n'a pas de sens. Par contre, au-delà, et puis on touche à d'autres questions importantes sur les organes, les greffes, et puis la suite. C'est certainement un débat à avoir, mais pour moi, j'ai aucun doute, on ne peut pas considérer un patient dans une approche holistique sans considérer qu'effectivement, il est alors propriétaire. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais il est son corps. Alors, en démocratie, dans les conceptions modernes, encore une fois, actuelle, plutôt occidentale, de l'état de droit, etc., on va poser effectivement qu'il y a au moins une autodétermination et que le sujet est le premier à pouvoir dire quelque chose de son corps. Bien évidemment, la vérité, c'est qu'il ne l'est pas du tout. Je veux dire, il suffit de regarder, ne serait-ce que quand vous avez des arbitrages, tous nos arbitrages sont des arbitrages collectifs sur la question dont nous gérons nos corps. Donc, tel arbitrage, il y a remboursement, tel autre, il n'y a pas remboursement. Donc déjà, de toute façon, la manière dont je vais réparer mon corps, prendre soin de mon corps, est de toute façon médiée par la collectivité. Donc, en fait, personne ici n'est propriétaire de son corps, de fait. C'est pas pour autant que la fiction qui est la nôtre de dire oui, il y a tout de même un habeas corpus au sens, non pas au sens comme ça, de dire à un moment donné, je peux être garant de mon corps, de ce que je veux, etc. Ça reste une fiction régulatrice et qui, moi, pour le coup, me parle. Mais dans les faits, elle est assez inexistante. Alors, je ne parle même pas du corps des femmes, qui est encore plus réifié que d'autres corps. Mais plus on est vulnérable, on peut parler de la question de la vulnérabilité, plus on a un handicap, plus on subit, si vous voulez, bien évidemment, la conception validiste, encore une fois, puisque c'est le terme aujourd'hui des études sur le handicap qui commencent un peu à émerger en France, pas ailleurs, mais en France, plus de fait, on voit bien que notre rapport au corps est, hélas, tout sauf souverain. Et qu'il faut se bagarrer, je pense, pour défendre un humanisme sur un point d'autodétermination beaucoup plus fort, oui. Vous rappelez fort justement qu'il n'y a pas de climat de soins sans soin du climat. La réalité de notre planète, la réalité climatique, environnementale de notre planète, nous oblige à reconsidérer notre manière d'habiter le monde, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une formidable opportunité? Est-ce qu'on n'est pas devant une possibilité de renouer ou de nouer avec la notion de care, de soin, de fragilité, de vulnérabilité, une relation nouvelle? C'est parce que vous êtes un naturel optimiste, et de fait, c'est ce que je pense que la majorité d'entre nous voulons défendre, c'est-à-dire en gros le vécu d'effondrement. Ce que j'appelle le vécu d'effondrement, c'est-à-dire aujourd'hui comment des ressources de plus en plus qui étaient jugées relativement évidentes, notamment pour les sociétés occidentales, cet accès devient inéquitable, de plus en plus problématique, etc., raréfié. Enfin, on va rentrer dans des modes dégradés de priorisation, d'utilitarisme moral, et c'est pas drôle, etc., etc. Donc, très clairement, ce serait là normalement une opportunité magistrale pour en faire un levier pour retourner vers, au contraire, de la théorie, je l'ai dit encore une fois, de la conception, qui au lieu de nier le vulnérable, le prend comme levier et fait une approche capacitaire. Ça n'a échappé à personne que c'est pas le réflexe premier. Donc, malgré tout, c'est pas parce que ce n'est pas le réflexe premier que ça n'existe pas et nous, à la chaire de philosophie à l'hôpital, on défend cette chose-là. Quantité d'institutions le défendent et malgré tout, aujourd'hui, c'est plus simple d'articuler nos stratégies, je trouve, dans ce sens-là. Vous parlez d'utilitarisme, ce sera une question avant d'aborder la conclusion. Vous parlez d'utilitarisme et vous avez travaillé notamment dans ce texte vous avez travaillé le soin aux morts. Et vous dites, limiter le soin aux vivants est une hérésie, et vous déplorez que nos modernités invisibilisent les morts. C'est lié aussi à notre approche extrêmement utilitariste finalement de tout. Et j'aimerais savoir également, Jean-Yves, vous-même, comment travaillez-vous cette question centrale qui est le corps des morts? Cynthia ou Jean-Yves, d'abord.
Alors très rapidement, on le sait, hein, voilà, c'est une communauté humaine se constitue, s'édifie par, bien évidemment, la qualité de relation qu'elle pose entre les vivants, mais aussi avec les morts. Donc, je veux dire, nécessairement, il n'y a pas de communauté politique qui n'ait pas de lien aux morts. Si on ne produit pas un lien aux morts, on destitue la communauté politique. C'est comme ça. L'humain c'est le quadripartite heideggerien, mais c'est comme ça. C'est une légitimité anthropologique que de ritualiser un certain type de lien aux morts. C'est ça qui fait communauté, c'est ça qui fait qu'il y a une exceptionnalité. Non, d'ailleurs, peut-être pas nécessairement une exceptionnalité de l'homme, mais en tout cas, c'est ça aussi être un homme. Donc, dès qu'on porte atteinte à cela, non seulement on destitue la communauté, on la rend indigne, mais en plus, alors là, c'est le côté clinicien, on fait un désastre littéral chez les humains en termes de santé mentale, etc. C'est-à-dire que moi, le nombre de cas que j'ai dû accompagner depuis l'expérience Covid par des deuils empêchés, hein, ce qu'on a, c'est mais surréaliste, c'est un désastre. On le sait, c'est du traumatique, voilà, donc fondamentalement, ce soin aux morts, il nous faut pouvoir le penser. Et c'est vrai que nous sommes dans des mondes qui pensent qu'en invisibilisant le problème, ça va se régler tout seul. De fait, non, ça c'est absolument désastreux. Et encore une fois, on n'a pas toujours été comme ça hein, dans l'histoire. L'histoire, il y a un merveilleux ouvrage qui maintenant non pas date un peu parce qu'il est tout à fait opérationnel, mais ça fait un petit moment qu'il est sorti de Philippe Ariès. Je vous dis, c'est 2 tomes sur la mort et qui explique très très bien comment dans le Moyen Âge occidental, on a, dit-il, on avait un lien totalement familier et que les espaces de mort étaient partout dans la ville et que on pouvait aller au marché et puis 2 secondes après se retrouver dans le cimetière, etc. Et puis qu'en plus on veillait beaucoup, donc les morts étaient dans les maisons, etc. Enfin bref, il y avait tout un lien. Et puis que la modernité, dit-il, et c'est assez joli, a ensauvagé la mort. C'est-à-dire qu'elle a fait de la mort quelque chose qui, mon Dieu, exotique, pas là, et de fait, on voit bien que c'est insuffisant, quoi. Jean-Yves, cette question, ce que vient de dire à l'instant Cynthia, j'imagine que c'est une réalité au quotidien, justement, des soignants à l'égard, justement, des patients. Oui, effectivement, et pas uniquement dans les unités de soins palliatifs qui sont présentes dans les différents établissements. Tout d'abord, il faut souligner que beaucoup de décès se passent pas à l'hôpital et se passent à domicile. Et c'est évidemment une chose à la fois souhaitée et bonne parce que souhaitée d'ailleurs. Je dirais que le travail du médecin, des soignants, doit savoir s'effacer au moment du passage et que le dialogue est d'autant plus important dans cette période de passage qu'il globalement peut être permis ensuite, une fois que le patient, la patiente est partie, en répondant aux demandes. On parlait de silence tout à l'heure, je pense qu'il y a un silence qui est souvent bienvenu, mais également souvent un dialogue qui se poursuit avec les membres de la famille, qui rend le sens des derniers instants ou le sens de l'ensemble du parcours à la famille en permettant de comprendre, parce qu'il ne faut pas croire que les choses se comprennent facilement tout au long du parcours. La compréhension est parfois après. Et il n'est pas du tout rare d'être amené à échanger avec des proches, des parents, la famille après le départ, ce qui au fond nous permet à la fois d'avoir une position d'accompagnement et de rendre quand même pour la majorité des patients ce silence qui me paraît important après le départ. L'ensauvagement de la mort est vraiment un très beau terme, et j'en suis je crois que ça répond tout à fait à cet aspect de refus de la fragilité que nous voyons de temps en temps. Les morts sont bel et bien présents. Et d'ailleurs, les aspects religieux dans cette démarche sont également très importants pour les familles à ce moment-là et pour le patient. C'est sur cette formulation très forte que nous allons devoir conclure notre débat. Nous allons accueillir maintenant Claude Coste-Charrère, Frédéric Dabi et Audrey Richard qui vont nous parler de jeunesse. Infiniment merci Jean-Yves et Cynthia pour cette rencontre. Merci à vous.